J'espère que ça va, vous avez encore un peu de capacité d'écoute. On va prendre un petit peu de hauteur maintenant, on va essayer en tout cas, pour parler d'oser la paix économique, qui est finalement un peu le thème aussi de ces universités d'été. Moi, je m'appelle Paloma Moritz, je suis journaliste, réalisatrice et je suis responsable principalement des questions écologiques pour le média indépendant Blast. Et Dominique, je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et à tous, Dominique Salaire, je suis professeur à l'école de management de Grenoble où je dirige la chaire UNESCO pour une culture de paix économique. Alors, parler de la paix économique, c'est aussi se poser un certain nombre de questions. La première, ça pourrait être comment est-ce qu'on peut passer aujourd'hui d'une logique de guerre économique qui est basée sur la course au profit, la compétitivité et la rentabilité à outrance, à une logique de paix économique qui pourrait privilégier le bien-être, la coopération, le vivre ensemble. À quelles conditions est-ce que nos grandes représentations actuelles de la réussite peuvent changer? Et comment est-ce qu'on peut enclencher des transformations collectives qui pourraient être nourries de transformations individuelles? Voilà, c'est des questions toutes simples qui ne sont pas du tout ambitieuses. Et on va devoir essayer de répondre à toutes ces questions-là en 30 minutes. Je précise que vous avez la possibilité, comme pour la dernière table ronde, de poser des questions via AA Slides. On essaiera de les prendre au maximum, mais bon, 30 minutes, c'est un peu court, donc on fera au mieux. Je fais un petit point de précision, étant donné que je suis la seule journaliste de cette estrade et que nous sommes deux, je vais à la fois modérer et intervenir sur ce moment d'échange. Et donc, la première grande question qu'on peut se poser, c'est justement celle des imaginaires, en quelque sorte, et de nos représentations de la réussite. On sait qu'aujourd'hui, la réussite, elle est encore beaucoup associée à une forme de croissance. Donc, au niveau individuel, ça va être l'accumulation de biens matériels. Et au niveau des entreprises, bon, ça va évidemment être le profit. Et en préparant justement ce moment d'échange, j'ai repensé à une phrase que m'avait dit Gilles Boeuf, qui est un biologiste, ancien président du Muséum d'histoire naturelle, un grand vulgarisateur sur les questions de biodiversité. Et il m'expliquait lors d'un entretien, il y a à peu près un an, que tant qu'on aura une économie qui permet de faire du profit et de gagner de l'argent sur la destruction du vivant, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, on le sait, l'essentiel de notre économie est encore en guerre contre le vivant, que ce soit les écosystèmes, mais aussi les humains. On peut parler des burn-out, du stress au travail, de toutes ces questions-là, mais aussi de l'exploitation et des questions de droits humains de façon générale. Et donc, face à ça, eh bien, on peut opposer à cette guerre contre le vivant l'économie de la paix. Et donc, ma première question, Dominique Steller, c'est finalement, pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé à penser l'économie de la paix et qu'est-ce que l'économie de la paix exactement? Merci beaucoup. Pour faire ça, je vais vous retracer un tout petit historique. On est en 2008-2009. Et 2008-2009, si vous vous souvenez, il y a la médiatisation d'une vague de suicides dans une grande entreprise française. On est dans la suite de la crise des subprimes. J'ai un collègue qui revient du Japon où il a rencontré des académiques qui travaillent dans les peace studies, dans les études sur la paix. C'est un champ académique qui n'existe pas en France. Et un dirigeant, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Antoine Raymond, qui aujourd'hui dirige la société éponyme, qui est leader mondial des pièces de fixation dans l'automobile, va m'appeler en me disant « Si on continue de faire des affaires telles qu'on fait des affaires, on va se détruire les uns des autres ». Ça, c'est un des morceaux du point de départ. Et en parallèle de ça, dans les discussions que j'avais avec ce collègue, nous avions deux préoccupations. La première était de nous dire « Nous ne voulons pas que cette économie-là nous amène à la guerre. Nous ne voulons pas que nos enfants aillent à la guerre. » Et la deuxième était de nous dire si vraiment les crises, déjà à l'époque, que l'on vit à répétition sont liées à hyperfinanciarisation, hyperconsommation, hypercompétition, globalisation, hyperexploitation, alors il faut au plus vite transformer la façon que nous avons de former nos futurs leaders et nos futurs managers. C'était ça les deux points de départ de cette volonté. Et il y a eu à la suite de ça un bout d'insupportation qui était de dire on en a assez dans une ou dans des business schools, dans des écoles d'ingénieurs, etc., d'entendre continuellement parler de guerre économique comme si c'était normal, et de ne rien voir en face de guerre économique. Et une de nos pensées à l'époque était de se dire, si en face de guerre, il y a paix, alors en face de guerre économique, il doit pouvoir y avoir paix économique. Le point de départ était vraiment à cet endroit-là. C'était une intention forte de dire ce qu'on voit, nous, dans les entreprises, c'est autre chose que continuellement de la guerre. Est-ce qu'on peut mettre en avant les belles actions, les intentions, les efforts, les combats, les courages qu'on voit dans les entreprises pour les faire valoir
au-dessus des problématiques de guerre économique. Et c'est vrai sur votre introduction qu'un des points que je voudrais matérialiser avec vous aujourd'hui, c'est vraiment la question des représentations. On y reviendra dans le deuxième temps aussi, mais c'est comment nos propres représentations, entendez par représentation un ensemble de schémas qui deviennent complètement automatiques, donc complètement invisibles à notre conscience, comment nos représentations vont provoquer nos attitudes et nos comportements. Et donc, quel temps allons-nous avoir, qui sera sûrement un temps long, pour transformer nos représentations? Je vais démarrer juste par un exemple, et je vous redonne la main, parce que la table ronde précédente m'y a fait penser. Sur la table ronde précédente, on a beaucoup parlé de dimensions techniques, de solutions techniques, et elles sont fondamentales. Je ne vais absolument pas les remettre en cause. Mais entendez la chose suivante. Dans une vie précédente, j'étais officier de marine, pilote de chasse de l'aéronaval, et après ça, je me suis occupé de la question des facteurs humains dans l'aéronautique. On est dans les années 90. Dans l'aéronautique, dans les années 90, le problème, c'était les accidents aériens. Il y en a très peu. C'était un accident par million de mouvements, la même chose que le train, sauf qu'à chaque accident d'aéronautique, ça tue tout le monde et le grand public est impacté. La question qui a été posée à l'époque était de dire, on est en 90, était de dire, depuis 30 ans, nous avons fortement amélioré les dimensions techniques, nous avons transformé la technique et la technologie des avions, nous avons fortement amélioré les dimensions légales et les règlements aéronautiques, pour autant, on reste sur une petite frange d'accidents qu'on n'arrive pas à réguler. Et la réponse qui a été donnée à cet endroit-là était de dire, si au lieu de considérer que ces accidents sont dus aux facteurs humains, si nous retournions ça et si nous posions la question de comment améliorer le facteur humain. La question des représentations dans l'entreprise est au même endroit. Les problèmes opérationnels, les problèmes techniques sont fondamentaux, mais en amont des problèmes techniques, il y a qui sont les personnes qui s'en occupent. Alors, vous me disiez aussi qu'au moment de la création de la chaire en 2012, vous vous étiez dit que finalement aujourd'hui, le nouveau critère de réussite d'une entreprise devait être de créer du bien commun. Vous parliez des imaginaires tout à l'heure. Moi, c'est une question qui m'obsède pas mal. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui pensent notre monde actuel, qui pensent des solutions, mais qui parfois ont du mal à nous projeter dans une situation où on a gagné en quelque sorte. C'est-à-dire où finalement cette grande solution systémique qui pourrait tout changer a été appliquée. Et donc j'aimerais justement continuer cet échange avant de rentrer un peu plus dans le concret pour un peu conceptualiser les choses, par vous demander justement en fait à quoi ressemblerait une société dans laquelle l'économie de la paix est à peu près majoritaire, on va dire. Alors, quand on a créé cette chaire, bien sûr, dans le monde académique, la première chose qu'on nous a dit, c'est quoi la définition de la paix économique. Et ma demande à l'équipe de chercheurs a été de leur dire, s'il vous plaît, ne travaillez pas la définition de la paix économique. On est dans quelque chose qui est inconnu, on est dans quelque chose qui est quasi un oxymore, qui n'est pas entendu, que personne ne veut savoir. Donc laissons venir, voyons ce que ça détermine pour nous. La première chose qu'on a évoquée a été évoquée sur scène tout à l'heure. La première définition qu'on a donnée a été de dire « paix économique est une opposition à la guerre économique ». Il y a des choses dans l'économie actuelle insupportables, et ces choses insupportables doivent être pointées du doigt et doivent être transformées. Le deuxième temps de définition que nous avons donné a été de dire « la paix économique est un contrepoint à la guerre économique ». Entendez contrepoint au sens musical, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, sur la portée musicale, transformer doucement les représentations, les attitudes, les comportements, pour que les décisions et les mises en action de ces décisions soient favorables au bien commun. La troisième définition vers laquelle nous sommes allés a été de dire la paix économique est un balancier entre deux fondamentaux. D'un côté, celui évoqué tout à l'heure, la dimension opérationnelle. Comment fait-on? Qu'est-ce qu'on transforme? Qu'est-ce qu'on bouge dans les processus? Qu'est-ce qu'on bouge dans les modèles de gouvernance? Qu'est-ce qu'on bouge dans les modèles d'affaires? Qu'est-ce qu'on bouge au niveau de la finance? Qu'est-ce qu'on bouge au niveau des RH? Qu'est-ce qu'on bouge dans la relation aux parties prenantes? Et de l'autre côté, quelles sont les grandes représentations? Qu'est-ce qui guide notre représentation de qu'est-ce que c'est que faire entreprise? Je vais mobiliser à cet endroit-là Edgar Morin, puisqu'il a été mobilisé tout à l'heure dans la complexité. Edgar Morin, en gros, nous dit si vraiment être humain se réduit à être un homo economicus, dans sa mauvaise définition de l'homo economicus, c'est-à-dire une personne qui continuellement ne mène des actes que pour son intérêt bien compris, alors on rate ce que c'est qu'être humain. Puisqu'il continue en disant être humain, c'est être aussi sapiens.
C'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit et qui a une forme de sagesse, qui va s'intéresser au sacré, qui va s'intéresser à l'autre, qui va s'intéresser à l'amour, qui va s'intéresser à la fraternité. Puis il nous dit être humain, c'est être aussi homo habilis, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de toucher, qui a besoin d'outils, qui a besoin d'agir sur le monde, qui a besoin de rentrer en contact, de passer à l'action. Puis il nous dit encore, c'est quelqu'un qui a besoin d'être homo ludens, quelqu'un qui a besoin de joie, qui a besoin de rire, qui a besoin d'amour, qui a besoin de rencontres. Et c'est en fait l'ensemble de ces représentations-là qui doivent pouvoir tout doucement nous ramener à la question de c'est quoi être humain, c'est quoi faire société et c'est quoi faire entreprise. Alors je vais juste venir vous chercher un petit endroit. Si je vous dis qui veut la paix prépare, vous me répondez quoi? La guerre, même si je ne vous entends pas vraiment vu d'ici. Apparemment, ils ne sont pas très réveillés. Cette petite phrase « qui veut la paix prépare la guerre », c'est ça, une pensée automatique. C'est ça, une représentation du monde qui est instillée dans chacun d'entre nous depuis très très longtemps. L'ancien officier pilote de chasse que je suis va vous dire l'exact contraire. Pendant 6 ans, je me suis préparé à la guerre. Je peux vous assurer d'une chose, au bout de 6 ans, je n'étais prêt qu'à une seule chose, c'était la guerre. J'étais un expert de mon métier qui était la guerre. La véritable phrase nous vient de 2 autres personnes dont j'ai perdu le nom tout de suite, c'est pas très grave, c'est qui veut la paix prépare la paix. Comment fait-on depuis la plus tendre enfance pour tenter d'instiller dans notre culture une éducation à la paix? C'est quoi une éducation à la paix? C'est principalement une éducation qui va me permettre de faire face journalièrement à toutes les situations que je rencontre. Et si paix économique il doit y avoir, elle n'est pas tant dans un idéal à atteindre que dans un engagement que présentait le directeur général des Cafés Monlongo, qui était de dire « c'est nous, acteurs, qui chaque matin à notre réveil devons nous poser la question « comment aujourd'hui vais-je faire acte d'homme ou de femme ?» C'est pas de moi, c'est de Marc Aurèle. Marc Aurèle disait « quand je me réveille le matin, la première question que je me pose, c'est celle-ci. » Eh bien, la paix économique, c'est ça. C'est chacun dans son poste, chacun dans sa place, pouvoir journalement accepter l'idée que la vie va continuer à être la vie, avec des temps agréables, avec des temps neutres et des temps désagréables, mais comment je vais m'engager dans cette transformation-là? Il y a quelque chose aussi en lien avec la paix économique, c'est un peu les critères, c'est-à-dire les grandes directions qu'on va donner à une entreprise et aussi les critères de réussite, c'est-à-dire comment est-ce qu'une entreprise va décider si justement elle est sur la bonne ligne, la bonne trajectoire qu'elle a décidé par rapport potentiellement justement à cet objectif de bien commun. Quand on en a parlé un peu avant cet échange, on avait identifié ensemble un peu 3 niveaux, c'est-à-dire le court terme, le moyen terme, le long terme. Le court terme, ça peut être justement de mettre en place, par exemple, des chartes, des systèmes d'organisation interne différemment, un service prospectif, ou des labels donc qui vont définir de nouveaux critères de réussite, comme le label B Corp, par exemple. Le moyen terme, ça peut être de former un peu les futurs managers, c'est-à-dire transformer les personnes en poste pour qu'elles agissent différemment. Et le long terme, c'est tout le système éducatif qui doit changer. Et vous insistiez énormément là-dessus, sur le fait que, en fait, si on ne transforme pas les personnes qui sont dans ces structures, eh bien, on ne peut espérer aucun changement de paradigme, aucun changement systémique ou structurel, parce que ce sont avant tout des humains avec leur vision qui donnent des directions aux entreprises aujourd'hui, quoi. Tout à fait. En fait, on a vraiment dans ces 3 temps les 3 nécessités. Je vais revenir encore une fois sur la table ronde précédente. On voit bien qu'on est là en train de se poser des questions techniques. Je le redis, elles sont fondamentales et elles sont à poser maintenant. Il y a des engagements techniques, il y a des choix particuliers à faire d'un point de vue technique. Mais si je remonte d'un cran, si on ne fait que des choix techniques, on va rencontrer la même chose que dans l'aéronautique. C'est-à-dire qu'on aura tout régulé. Je n'ai pas terminé mon histoire aéronautique tout à l'heure, hein. Mais dans l'aéronautique, dans les années 90, on avait à peu près tout régulé. Et à la fin des années 90, on a commencé à se rendre compte qu'il recommençait à y avoir des pics d'accidents. Pour une raison majeure, c'est que la technique et la technologie qu'on avait transformée, les humains qui étaient face à cette technologie n'étaient encore pas prêts à l'utiliser correctement. On est là dans des problématiques similaires. Si on focalise tout sur la technique et sur les solutions opérationnelles, qui sont fondamentales, pour ne pas être mécompris encore une fois, on va retrouver les mêmes problématiques de cet humain face à solutions techniques. Le moyen terme, il est vraiment dans ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est notre cheval de bataille sur la question de la culture. Nous avons de très belles universités, de très belles écoles de management, écoles d'ingénieurs, écoles de Sciences Po, etc. Il faut absolument que ce système éducatif-là intègre de manière profonde et systématique
qu'est-ce que c'est que faire entreprise? Quand nous avons créé cette chaire en 2012 sur la question de la paix économique, les dirigeants qui la financent, puisque c'est une chaire financée par des entreprises, les dirigeants qui la financent et les chercheurs ont inscrit dans la vision de cette chaire, nous affirmons que le but d'une entreprise est de s'inscrire dans la cité, de renforcer le tissu social et de contribuer au bien commun. Ça paraît simple, mais j'imagine que vous voyez la différence entre ça et le but d'une entreprise, c'est de créer de la richesse financière. On a là deux choses qui sont à 180 degrés l'une de l'autre. Pour l'anecdote, dans les concours d'entrée cette année, je me suis retrouvé face à un candidat qui m'a interviewé à un moment donné. Et quand je lui ai dit que je dirigeais une chaire sur la paix économique, il m'a dit « Oh là là, c'est pas un peu utopique ça ?» Si vous gardez ça en tête, le un peu utopique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jeune qui avait 19 ans, 20 ans, venait de suivre un parcours scolaire dans lequel le formatage était totalement prêt à la compétition, à la croissance, au profit et à la réussite. Donc, il y a la question du court terme technique, il y a la question du moyen terme, comment transforme-t-on la façon que nous avons de former nos managers et nos leaders tout au long de la vie, et il y a la question du très long terme, que faisons-nous pour nos enfants? Comment mettons-nous en place un système d'éducation global dans lequel nos enfants ont une chance de pouvoir être des enfants épanouis pour devenir des adultes responsables? Si notre système éducatif continue d'entretenir comme valeur première la compétition, la première place, la meilleure note, alors nous aurons toujours à même cause, mêmes effets dans le monde de l'entreprise. Et vous me parliez d'ailleurs notamment d'une entreprise qui a décidé de placer comme critère de décision à la plupart de ces grandes décisions stratégiques. Est-ce que cette décision bénéficiera à nos enfants? Tout à fait. Alors, cette entreprise dans la salle, comme j'ai les flashs dans la lumière, je ne vois pas où sont les deux personnes d'entreprise. L'entreprise s'appelle MTB, qui est une entreprise de l'Isère, qui parmi ses grands critères de décision, à chaque décision de l'entreprise, pose la question, et cette question va être radicale, si la réponse est non, la décision ne sera pas prise, pose la question de est-ce que notre décision sera faite pour nos enfants ou bénéficiera à nos enfants? Ça, c'est vraiment un regard complètement différent. On est dans une entreprise qui fait du recyclage. Donc on est dans une entreprise qui est plutôt dans le côté dur de l'industrie. Pourtant, le critère fondamental, c'est bien comment on vit ensemble et comment on vit pour le futur. Dans les solutions pratiques, pour vous en donner quelques-unes, il y a des questions que pose la paix économique. Dans nos partenaires passés et présents encore, nous avons eu 2 entreprises qui ont tenté dans le passé d'aider des concurrents. Je ne suis pas juriste, donc je vais peut-être dire quelques âneries s'il y a des juristes dans la salle, mais les lois actuelles, les lois antitrust, les lois de regroupement interdisent une forme d'entraide. Pourtant, ces entreprises, en restant sous les radars, entre autres une entreprise française qui a aidé une entreprise italienne qui avait perdu son site de production principal, l'entreprise française dégageant des espaces dans ses usines en France et en Allemagne, permettant aux ouvriers italiens d'apporter les usines, de maintenir les commandes pendant le temps de reconstruction de l'entreprise italienne, eh bien, ces 2 entreprises concurrentes sont bien rentrées dans une dimension de coopération alors qu'elles sont concurrentes. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, elles sont toujours concurrentes. À ceux qui se poseraient la question de la nécessité de la concurrence, elle est là, elle est nécessaire, elle est utile, elle permet de créer du challenge, elle permet de créer de la valeur. Pour autant, elle n'a pas besoin d'être agressive. Dans les grands thèmes que nous avons utilisés sur ce qu'est la paix économique, il y avait la chose suivante. Une entreprise qui va vers la paix économique ou qui prend le cap de la paix économique, puisque je vous disais à l'instant que ce n'était pas un but à atteindre, il y a ces grandes questions. Est-ce que je peux créer de la valeur sans détruire mes concurrents, sans manipuler mes clients, sans abuser mes fournisseurs et sans faire subir à mes collaborateurs une quelconque forme de violence, dit autrement, mes collaborateurs ou la nature, dit autrement, en respectant mes engagements sociétaux? Elle est là, cette question de la paix économique. Je pense à quelque chose, je vais faire un tout petit distinguo entre économie de la paix et paix économique. Dans ces 2 termes-là, il y a bien sûr des choses qui se superposent. On a un overlap qui est assez fort à un endroit. Il y a quand même un petit distinguo. Économie de la paix se retrouve face à économie de la guerre. Comment fait-on du business dans un temps de guerre? Je ne sais pas, mais vous avez peut-être lu certains articles sur comment faire du business encore avec l'Ukraine dans un temps de guerre. Et économie de la paix, académiquement, c'est comment fait-on pour recréer la paix dans un lieu de conflit à partir de l'économie. C'était ça le propos d'origine de l'économie de la paix.
Pourquoi est-ce que nous avons choisi paix économique, nous? C'était de nous dire, il n'y a pas de bon moment pour penser la paix. Est-ce qu'on peut penser la paix à partir du temps de paix? Et comment peut-on, à partir d'aujourd'hui, s'engager et provoquer les bonnes actions, les bons comportements qui, d'un côté, vont venir réduire les tensions, les violences sur l'ensemble des parties prenantes, de la personne jusqu'à la nature, et d'un autre côté, améliorer et permettre l'épanouissement de l'ensemble de ces parties prenantes. Juste une petite phrase parce qu'elle va être en lien. Entendez bien que ces deux côtés ne sont pas la même chose. Comme nous sommes tous éduqués dans notre culture à être des problem solvers, des gens qui résolvent des problèmes, on finit par avoir l'impression qu'une fois qu'on aura tout résolu comme problème, tout ira bien. C'est pas vrai. C'est pas parce que rien ne va mal que tout va bien. Vous avez passé des tas de week-ends dans votre vie où il n'y avait rien qui allait mal et pour autant vous n'alliez pas bien. Pour aller bien, il faut d'un côté résoudre les problèmes et il faut de l'autre côté mettre en place les conditions qui vont permettre l'épanouissement de ce qui rend un être humain heureux et partageant. Et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, c'est-à-dire que si on a un sentiment de paix intérieure, ça ne veut pas forcément dire que tout va bien dans notre vie, mais qu'on a trouvé un endroit à partir duquel on peut affronter ce qui est en train de se passer. Et ça peut aussi être applicable aux entreprises, sachant qu'on va quand même au-devant, et on est déjà en train de le vivre, d'un certain nombre de crises liées justement à l'urgence écologique dans laquelle nous sommes. J'ai envie d'en venir justement aux questions un peu plus de conflictualité, même si on parle de paix. Quand on pense justement à l'économie de la paix, à la paix économique, on ne peut pas s'empêcher de se demander est-ce que finalement il n'y a pas un certain nombre d'entreprises à l'aune de ça qui vont soit être obligés ou qui doivent être obligés, c'est ce dont parlait Lucie Pinson avant, à radicalement se transformer ou à disparaître. On vit quand même dans un monde aujourd'hui où les entreprises les plus rentables sont des multinationales fossiles. Les 3 entreprises les plus rentables au monde sont des multinationales fossiles. Donc en fait, aujourd'hui, détruire le vivant, détruire nos conditions de vie, rapporte énormément d'argent. Donc il n'y a pas vraiment d'incitation à faire différemment. Juste pour donner un petit exemple par rapport à ça, pour se rendre compte un peu des ordres de grandeur dans lesquels nous sommes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des bombes climatiques, mais aujourd'hui, il existe 425 bombes climatiques dans le monde. Alors, une bombe climatique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une infrastructure fossile, donc charbon, pétrole, gaz, ce sont des infrastructures qui sont soit en exploitation, soit en cours de construction, et qui vont émettre jusqu'à 1 milliard de tonnes de CO2 sur leur durée d'exploitation. Il y en a 425. 1 milliard de tonnes de CO2, en fait, ce sont les émissions annuelles du Japon, qui est le 5e pays le plus polluant au monde. Donc, typiquement, comment est-ce qu'on peut imaginer la paix avec des entreprises qui sont en train, en fait, d'anéantir, parce que ce sont évidemment des entreprises qui sont à l'origine de ces projets fossiles, qui sont en train d'anéantir nos conditions, la lutte contre le dérèglement climatique et nos conditions de vie sur Terre, par exemple, et souvent aussi au détriment des droits humains dans les zones où ça se fait. Au tout début, je démarrais en disant que notre première définition de la paix économique était de dire une opposition à la guerre économique. Et dans cette première partie, il y a quelque chose de très radical, en fait. Il y a quelque chose qui dit il y a des choses qui ne sont pas supportables. On pourrait parler de l'énergie fossile, on pourrait parler des droits humains. On est en train de créer un lien avec le Haut Commissariat aux droits humains pour pouvoir rentrer dans cette filière de droits humains et économie. À partir du moment où une activité économique, je reprends vos mots, détruit le vivant, il y a quelque chose qui n'est pas tolérable. Donc il y a des actions à entreprendre. Ma question là derrière, c'est comment on entreprend les actions. Parce que si j'entreprends ces actions en régénérant une forme de violence, alors je commence à être en contradiction avec ce que je tente de pousser. Donc il y a tout un travail de réflexion à mener pour voir comment on gère cet intolérable, comment on le réduit ou comment on l'élimine, tout en étant attentif de ne pas détruire ni la vie des gens, ni la vie des employés, ni leur dignité, parce que derrière ces grosses entreprises, il y a des milliers et des milliers de personnes qui travaillent. Donc comment est-ce qu'on va réussir à réguler ça? Mais le point numéro 1 est incontournable pour moi. Il y a des choses non tolérables. Là, on a parlé... C'est justement un peu toute la question, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est de se dire que si nous, imaginons, rêvons, nous arrivons à réduire notre dépendance aux énergies fossiles, eh bien, comment est-ce qu'on va gérer le fait que toutes ces entreprises vont sûrement moins employer, que des personnes vont se retrouver au chômage, etc. C'est un peu toute cette question de la transformation qui est du chemin vers la paix, en quelque sorte, qui n'est pas tout à fait pensée aujourd'hui.
Et elle n'est pas pensée parce qu'on n'en est encore pas là. Enfin, on n'en est pas là au sens où on ne sait pas le réguler, on n'a rien posé pour le réguler, et surtout on n'a rien posé pour former cette transition. Comment on va faire avec ces gens? Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va les faire avancer? Vers quoi on va les faire aller? J'ai pas de réponse immédiate en fait, hein. Très clairement. La seule réponse que j'ai au point de départ, c'est il y a des choses intolérables, mais il y a là derrière tout un travail à mener qui pour moi ne pourra pas ne pas considérer les 3 pans qu'on a évoqués, du très court terme au très long terme. Il y a des choses qui vont devoir s'arrêter et qui potentiellement peuvent être sanctionnables, si je reprends un mot qui a été dit tout à l'heure. Sanctionnables voulant dire pour moi ne respectant pas le cadre des lois communes que nous avons choisies, et non pas sanctionnables en termes de morale parce que je trouverais que ça n'est pas bien ou que ce n'est pas sympathique. Là, il y a certainement quelque chose à discuter encore. Et au-delà de ça, comment va-t-on pouvoir transformer ceux qui viendront prendre la main juste après? Il y a dans cette question de la transformation, peut-être que ça va nous faire basculer sur est-ce que la transformation personnelle peut amener vers la transformation de l'entreprise vers la paix économique. Je voudrais toucher avec vous un sujet qui est pour moi assez sensible dans cet ancien métier de combattant que j'avais, qui est la question de puissance et vulnérabilité. Une des difficultés que nous avons, c'est d'être dans un monde qui continuellement n'attend de nous que notre côté lumineux, que notre côté puissant, que notre côté démonstratif, que là où nous sommes capables de dire à l'autre « regarde comme je suis grand ». Dans cette question de la paix, ne pourra pas ne pas intervenir notre côté fragile, notre côté vulnérable et notre côté sensible. Dans toutes les guerres, prenez les guerres que vous voulez, prenez la guerre internationale, prenez un conflit entre 2 personnes, ou prenez une entreprise qui exploite une forêt. Dans toutes ces guerres, quel que soit le type de guerre, la première chose que vous allez voir survenir, c'est une forme d'insensibilisation. Je vais tenter d'insensibiliser mon équipe commerciale à cette entreprise concurrente pour expliquer à mon équipe commerciale que ça n'est pas grave si l'entreprise concurrente disparaît. Au contraire, on aura pu prendre ses parts de marché. Si je n'ai pas de sensibilité aux arbres, je vais pouvoir exploiter la forêt jusqu'à ce qu'elle soit détruite sans aucune vergogne. Le travail sur la personne, le travail sur le sensible, c'est la clé d'entrée sur la paix. Si je regagne un accès à mon sensible, et mon sensible voulant dire ma part fragile, ma part vulnérable, celle que je ne montre pas forcément, alors je vais pouvoir me reconnecter à l'autre, que cet autre soit un arbre, que cet autre soit une équipe commerciale ou que cet autre soit un autre État. Souvenez-vous de ça, puisque ce n'est pas très vieux, quand Poutine démarre la guerre et dit « les Ukrainiens sont des nazis ». Je déclasse vers le bas, je désensibilise, donc j'ai une légitimité pour attaquer. Un petit exemple de guerre économique très violent qui vient de se dérouler. Il y a 2-3 ans, une entreprise européenne a convaincu le gouvernement brésilien de créer un complexe hôtelier dans un parc national au Brésil. Convaincu voulant dire soudoyer, hein, si vous l'entendez. Malheureusement, dans les parcs nationaux brésiliens vivent ce qu'on appelle les populations autochtones. Cette société européenne n'a pas trouvé d'autre option pour engager les travaux que d'arriver un matin à 5 h du matin avec les bulldozers et de détruire le cimetière et la forêt alentour. Ce qui, bien sûr, a provoqué une guerre réelle, a provoqué des morts réelles, et la guerre économique, au-delà de cet exemple-là, est une guerre qui tue. Donc comment fait-on pour pouvoir, dans nos entreprises, chacun à notre niveau, même si vous n'êtes pas une entreprise qui tue, journalièrement remettre en place les comportements qui vont nous permettre, par ce sensible, de nous remettre en lien de cœur à cœur. Parce que ce cœur à cœur va me rendre performant. Alors, il nous reste très peu de temps, mais il y a quand même une question qui me semble très importante à évoquer. Je note juste que, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais il y a quelqu'un qui écrit « Ne doit-on pas faire la guerre à ceux qui ne veulent pas la paix économique ?» C'est un peu ce que disait Dominique tout à l'heure, c'est-à-dire que le chemin vers la paix économique n'empêche pas les conflits, mais les conflits intelligents en quelque sorte. Je pense qu'à partir de là, la question principale qui peut se poser et qui se pose un peu tout le temps, c'est justement celle de comment est-ce qu'on enclenche une transformation collective à partir des transformations individuelles, à partir de personnes justement qui portent déjà cette vision aujourd'hui dans leur vie, dans leur façon de travailler, peut-être aussi dans leur vie d'entrepreneur, d'entrepreneuse. C'est le cas de beaucoup d'entreprises ici. Et donc, la question qui revient tout le temps, c'est où est-ce qu'il faut mettre le plus d'énergie? Est-ce qu'il faut être dans un gros groupe et essayer de changer au maximum
maximum les choses de l'intérieur, ou justement créer des entreprises qui portent déjà cette vision de la société dans laquelle on aimerait vivre demain. Et en fait, quand on commence à poser ces questions-là, on se rend compte que c'est très complexe parce qu'on peut se demander aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir du bio dans les supermarchés plutôt que d'avoir justement des épiceries en circuit court avec des maraîchers et donc du coup d'industrialiser le bio. Je donne un autre exemple. Est-ce qu'on veut que McDonald's fasse de plus en plus de sandwichs végétariens ou que Burger King fasse des frites de légumes? C'est-à-dire, en fait, comment est-ce qu'on peut appliquer aussi cette vision un peu radicale, qui doit être radicale parfois, aux entreprises? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui que en fait, certaines entreprises, sous prétexte de dire je fais la paix, je suis en paix avec le vivant, regardez tout ce que je fais de bien à la fois pour mes employés, à la fois pour le vivant, mènent une guerre silencieuse qui est beaucoup plus pernicieuse parce que finalement, il y a un affichage qui est différent et donc il est beaucoup plus difficile de contrer cette guerre-là. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on a envie aussi que justement toutes les entreprises fassent plus de verre, soient plus respectueuses du vivant, de la planète, en l'affichant sans l'être pour autant. Et pour terminer, je donnerais juste un exemple que je trouvais intéressant sur justement le transformer de l'intérieur. Il n'y a pas longtemps, on m'a raconté cette anecdote donc, de quelqu'un qui travaillait chez Decathlon sur le développement durable depuis des années. Et un jour, on lui a présenté les nouvelles missions de Decathlon pour les années à venir. Et la mission, c'était de concilier, de réconcilier planète et croissance. Il se trouve que cette personne venait de dire Ralentir ou périr de Timothée Paric et s'est dit en fait non, moi ça ne me parle pas, je ne pense pas que ce soit vraiment possible aujourd'hui et c'est pas ça qui va me donner envie de me lever le matin. Donc en gros, voilà, comment est-ce qu'on fait face à tous ces paradoxes, à toutes ces contradictions et toute cette complexité aussi? Tout à l'heure, quand j'ai parlé de la fragilité des vulnérabilités, je parlais aussi de nos paradoxes. Comment on fait pour accepter que nous sommes des êtres paradoxaux et qu'on va avoir affaire avec cette chose-là? Je vais répondre en 3 temps. Le premier temps, pour moi, c'est la question qui était sur l'écran, ne doit-on pas faire la guerre à ceux qui ne veulent pas la paix économique? Ma réponse va être assez claire, en fait. La question de la paix économique, c'est comment réduire la violence sans violence. Ça, c'est une certitude. Si notre démarche régénère une forme de violence, alors ce n'est pas mon positionnement. Je ne vous demande pas de prendre le même, alors ça n'est pas mon positionnement. Point numéro 1. Point numéro 2, faire valoir la paix ne manque pas de fermeté. Pour moi, une des compétences principales de la paix, c'est la capacité de confrontation. Si je ne suis pas capable d'aller voir mon collaborateur, mon collègue ou mon patron pour lui dire « ici je ne suis pas d'accord, ici je ne suis pas content, il y a quelque chose qui dysfonctionne », alors je vois mal comment on va pouvoir faire la paix. La paix va fonctionner dans des situations conflictuelles. La question, c'est est-ce que j'engage ma situation conflictuelle en pensant que j'ai raison, c'est-à-dire que l'autre a tort, et je vais tenter d'imposer ma raison, donc générer de la violence, ou est-ce que j'engage la confrontation en pensant qu'on a un désaccord et qu'il va falloir qu'on trouve un espace dans lequel on va résoudre ce désaccord? Ce n'est pas du tout la même chose. Donc paix, c'est pas bisounours, je vous assure. Si vous voulez vous engager sur la paix, vous allez voir que le combat peut être... On me fait des grands signes depuis tout à l'heure, on va vraiment devoir conclure, donc je vous propose de finir... Le combat peut être compliqué, ça marche. Sur la question du greenwashing, on ne l'évitera pas. Pour moi, je vois dans l'économie, restera toujours la cupidité, restera toujours l'égoïsme, restera toujours la difficulté. C'est bien là qu'est le problème du travail sur soi, c'est bien là qu'est la difficulté de se rendre compte à quoi je sers, à quoi je contribue. Et si dans notre éducation, depuis l'enfance, la question était à quoi tu veux contribuer plutôt que qu'est-ce que tu veux devenir, parce que devenir chez nous, ça veut dire le plus haut dans la hiérarchie, contribuer, ça veut dire partager avec les autres, alors ça changera. Et puis le dernier point qui me permettra d'avoir la conclusion, c'est je pense que dans ces sujets-là, mon avis, c'est il faut rentrer par la porte et la fenêtre. Certains d'entre nous auront envie d'avoir des McDo bio, d'autres auront envie d'avoir des circuits courts. Tout ce qui va permettre à un moment donné de favoriser le vivant, de favoriser le partage et d'améliorer le vivre ensemble sera le bienvenu, parce qu'un être humain ressemble à tous les êtres humains, un être humain ne ressemble qu'à quelques êtres humains et un être humain ne ressemble à aucun être humain. Donc il y a tout un ensemble d'actions possibles qu'on va pouvoir mener ensemble. Merci beaucoup.